Le plus gros cachet que j'ai pris, c'était un peu indécent, c'était pour une soirée, c'était 10 000 €. J'ai vu des gens qui ont développé des chaînes, même avec du contenu quotidien, 11 mois sans qu'il se passe quasiment rien. Moins de 500 vues par vidéo. Wow. Et au bout de 11 mois, on sait pas pourquoi, l'algorithme il a décidé que et... Yomi, quand je pars en vacances avec lui, je pars en vacances avec lui. Genre c'est pas je pars en tournage, c'est je pars en vacances avec lui. Je me suis même vu me remettre à jouer à Counter-Strike de 18h à 5h du matin. Alors que théoriquement j'avais plus le temps. À quel point il fallait que je trouve un échappatoire à tout ça. Ça peut te rassurer, moi j'ai voulu faire de l'e-commerce, je te raconterai tout de suite. J'ai pris une douille de 25 000. Le podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Alex, comment ça va? Ça va et toi, Jérémy? Bah écoute, ça va. Je suis content de pouvoir faire cet épisode avec toi. Pareil. J'aime toujours bien pour prendre des gens qui travaillent sur la vidéo, sur l'image, etc., les mettre de l'autre côté de l'écran. Ah ouais. Pour leur demander un peu leurs secrets, tu vois. Et donc je suis content qu'on puisse changer, mais plus que ça, et on va rentrer en profondeur dans tout ça ensuite, c'est que tu formes les gens, enfin tu formes avec ton entreprise, les gens qui vont faire les images demain de beaucoup de gens. Donc j'ai hâte que tu nous expliques un petit peu tous les petits trucs. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu te présenter, parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Alors Alexandre Mériguet, j'ai 25 ans, depuis pas longtemps, en juin. Je suis monteur vidéo passionné, donc en gros je fais ça depuis des années, mais pro depuis peut-être 5 ans. J'habitais à La Réunion en plus, donc en vrai compliqué de m'émanciper un petit peu. Donc en gros il y a eu la bulle un petit peu internet, etc. et plein d'infopreneurs. Donc on va dire j'ai commencé à trouver les premiers clients comme ça grâce à YouTube. Et là ça fait 2 ans que je fais que voyager et que j'ai quitté mon cocon de La Réunion, mon studio, mes parents. Bon, je viens souvent les voir, j'ai encore mes amis là-bas, mais j'ai fait toute ma vie là-bas quasiment. Et là maintenant je fais que bouger, donc là je suis à Paris pour 2-3 mois. Et puis je vais rebouger au Portugal, là où j'ai mis mon petit nid douillet. J'étais youtubeur aussi avant. Youtubeur. J'ai arrêté quand j'avais genre 3000 abonnés. Je faisais un peu n'importe quoi. Et en fait, c'était vraiment, je pense, grâce à cette période-là, de me dire que j'adore ce monde-là, que je voulais bosser pour d'autres personnes que moi, quoi. Parce que gérer son image personnelle, en fait, c'est beaucoup d'énergie et je préfère m'occuper d'autres personnes. C'est plus facile de gérer l'image des autres? Ouais. Bah ouais, parce que du coup, tu prends beaucoup d'infos et du coup, t'as pas la timidité que tu peux avoir du coup en étant toi-même, vu que tu gères des images pour les autres, quoi. Donc aujourd'hui tu développes 2 choses. Tu développes Video Maestro, et tu développes Endorphins. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 2 projets, de ce que tu fais, pour qui tu le fais, comment tu le fais? En fait, si tu veux, donc Video Maestro qui est devenu Revolt Train, à la base ça partait juste d'une formation que nous on voulait lancer en interne parce qu'on galérait à trouver des monteurs. Donc en fait on a trouvé, que ce soit sur Upwork, Fiverr, ComeUp, etc., où je me propose d'autres sites, ou de part du bouche à oreille. Le problème c'est qu'en vrai quand t'es monteur vidéo, t'as toutes les compétences qu'il y a au monde. Ça veut dire qu'un mec qui sait faire genre du clip, il sait pas forcément faire des bonnes vidéos YouTube, vu que c'est des codes différents, avec un style différent de montage, etc. Et ça j'avais vu quand par exemple on voulait me remplacer, c'était il y a 3 ans, en me disant bah tiens j'ai pris le meilleur mec qui fait des clips et tout, c'est à La Réunion, mais qu'au final pour du YouTube ça allait pas du tout, alors que pourtant c'était le meilleur, tu vois. Et le problème c'est que quand on a commencé comme ça et qu'on devait recruter des monteurs dans mon ancienne boîte, ce qu'on faisait c'est qu'on trouvait des monteurs, et au final j'ai réussi entre guillemets à créer plein de process pour former les monteurs par rapport à ce que nous on propose en fait. Donc on s'est rendu compte que dans tous les cas il y avait un gros besoin sur ça, et qu'on s'est dit il faut former les monteurs de demain pour nous-mêmes à la base. Voilà. Donc c'est vraiment genre former pour recruter chez nous. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, donc c'est la partie Revolt Train où vous formez donc des monteurs. C'est ça. Et t'as la partie Endorphins. Où c'est une agence. J'ai recréé une nouvelle agence, mais ultra chill. En gros, si tu veux, j'avais déjà beaucoup de contacts, et je me suis dit tu sais quoi, j'ai des monteurs, j'ai de la demande, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir regrouper ça. Et donc là, j'ai créé une nouvelle boîte. Il y a 3 clients actuels, alors qu'on a lancé en mai, et on fait pas de recherche, même en story sur Instagram, etc. J'ai jamais vraiment bombardé sur Endorphins. Je suis juste comme ça pour dire j'ai la structure, c'est cool, ça me fait une deuxième activité. Voilà, c'est juste pour le kiff et avoir un nouveau projet aussi. On est 3 associés, 2 monteurs et un graphiste actuellement. Et sur Endorphins, vous faites quoi exactement? Juste du montage ou... Alors non, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne vraiment les clients de la base, donc entre la stratégie organique, planification des posts, tout ce qui est partie graphisme, photo de profil, bannière, miniature. Donc par exemple, quand il y a une vidéo qui sort, par exemple le dimanche, notre graphiste il va proposer 3 miniatures différentes, au moins, à chaque fois. Donc planification, idée de sujet, montage vidéo, donc création du branding, et on poste. Voilà, donc normalement il n'y a rien à faire, on n'a juste pas encore de tournage. Ouais, donc c'est presque de la direction de marque en fait. C'est ça, mais pas de tournage encore pour l'instant, parce que je me suis dit que si jamais je voulais faire ça, soit il faut que j'embauche, au moins c'est mon équipe qui bouge avec eux, ou soit je prends un ami qui fait du tournage, et puis c'est lui en tant que partenaire qui va y aller. Donc par exemple la boîte X en partenariat avec Endorphins. Intéressant. C'est une mission qu'on avait en off, toi et moi, et je te disais
que c'était difficile pour moi, et même pour beaucoup d'autres que je connais, en francophonie, de trouver des head of brand, finalement, tu vois, des directeurs de développement de marque pour des gens en personal branding, tu vois, mais qui avaient en fait un œil global. Et j'ai l'impression qu'aux US, c'est un truc qui est assez populaire. On voit des Gary Vaynerchuk, des Hormozy, etc. Ils ont vraiment un head of brand et derrière, en dessous, des teams par médias sociaux, par zone de compétences, etc. Mais ils ont un directeur of brand. Pourquoi, selon toi, on ne trouve pas ce genre de profil en francophonie ou très difficilement? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y en a, mais du coup, c'est des personnes qui sont là depuis très longtemps, juste dans ce monde-là depuis longtemps et pas forcément sur YouTube. Moi, ça fait 5 ans, genre j'ai vraiment commencé YouTube en 2017, pour te dire. Donc ça fait quasiment 6 ans. Donc en fait, depuis le temps que je suis dedans, j'ai réussi à avoir au moins un avis extérieur ou un peu de recul sur comment créer un brand et réussir à l'adapter à la fois pour mon client et pour son marché. Tu vois, donc c'est un ensemble. Et au final, si t'as pas genre tout ce recul-là et ces années d'expérience, tu peux créer des brands différents, mais ça va être plus compliqué de vraiment t'adapter et vraiment proposer quelque chose qui va correspondre à tout le monde. Et je pense que pour moi, c'est juste l'expérience. L'expérience et le temps, tu vois. C'est facile, mais moi, je pourrais former quelqu'un pendant peut-être 6 mois à fond sur un brand. J'ai un exemple typique. Avant, je bossais pour un très gros client, tu vois, avec qui, genre, tous les 3 mois, j'arrivais un petit peu à changer de style. Donc, j'ai réussi à le déléguer. Après très longtemps, j'ai réussi à le déléguer. Et au final, je me rends compte que même si j'ai créé tous les process, etc., le monteur actuel, ça fait 1 an qu'il n'a pas changé de brand. Même s'il est très propre. Il est très propre, etc. Mais j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus de recul et d'expérience pour se dire, ok, là, je vais créer un nouveau style, mais qui va toujours correspondre à mon client et qui va toujours aussi plaire à la communauté. Tu vois. Et ça, c'est long, je trouve. Pourquoi est-ce qu'on a ce manque d'expérience en francophonie, contrairement aux US? Alors, soit à chaque fois, le client il a envie de changer constamment et du coup, il n'arrive pas à trouver sa pépite qu'il va pouvoir garder pendant des années, tu vois, et lui faire confiance et lui donner beaucoup plus de missions et responsabilités. Parce que là, en vrai, il y a entre guillemets, j'ai l'impression de plus de concurrence, même en tant que monteur. Sauf que ce que j'aime bien dire, c'est que d'accord, il y a plein de concurrents pour du montage simple, mais après, plus tu commences à aller dans du compliqué, et plus c'est galère à trouver des bons monteurs. Tu vois. Et en général, un bon monteur, ou un bon filmmaker, ou un bon directeur artistique, soit il voudrait être bien payé, ou en général, il veut être freelance, tu vois. Et pour l'instant, j'arrive pas à imaginer quelqu'un là, actuel, avec un business, on va dire, normal, pas quelqu'un genre un David Laroche ou quoi, se dire, j'ai payé un mec ultra cher à temps plein, tu vois, en CDI. Donc, je pense que c'est un ensemble, à mon avis. C'est une histoire aussi, donc, que les entrepreneurs français investissent pas dans leurs équipes de la même façon que les Américains le font. Même moi, je le vois, tu vois, même là, tu vois, j'ai même des offres qui sont, entre guillemets, pas chères par rapport au prix du marché. Et j'ai l'impression que même pour eux, ça paraît cher. Et ils préfèrent juste se dire, moi, c'est quantité. Je vois qu'apparemment, on fait ça. Je mets le moins d'argent possible et puis on va essayer, tu vois. Parce que j'ai l'impression que la plupart des entrepreneurs web, en tout cas, tu vois, c'est peut-être différent dans les boîtes corpo ou les startups, voient le média et l'organique comme le plan B long terme, vite fait, avec pas de ROI par rapport aux ads. Et donc, en fait, ils ont pas envie d'y mettre le même budget, quoi. Tu vois, typiquement, même tous mes potes à l'époque qui me disaient, écoute, j'ai envie de venir avec toi dans ta boîte, etc. J'ai envie de me lancer, j'ai pas encore de vidéos, j'ai pas encore de communauté. Mais moi, je leur disais, mais d'abord, pour l'instant, crée-toi ta base, ok, limite, fais des trucs pas chers, tu te filmes au téléphone, tu te prends une caméra, je sais pas, tu vas faire 2 mois de contenu, juste pour, si t'aimes ça, si t'es à l'aise et si t'arrives à produire ça, et puis une fois que c'est ok, au pire, viens dans mon agence, tu vois. Le problème, c'est que si t'as rien tout de suite, le temps de décoller et tout, c'est un peu comme un train qui va avancer, et ça, tu vas pas vite tout de suite, quoi. Donc, s'il faut pendant 3 mois, tu vas dépenser une blinde, tu vois, avec nous, un accompagnement, mais t'auras pas de résultat, tu vois. Donc autant venir quand le train est un peu en marche, tu vois, pour scaler ce qu'il a déjà commencé à faire. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, je comprends. Sans parler de vos tarifs spécifiquement, parce que je n'ai pas forcément besoin de tout balancer comme ça sur Internet, mais d'un point de vue entrepreneurial, je veux développer une présence social média forte avec YouTube, avec une vraie brand, etc. Si je veux monter tout mon écosystème en interne avec des agences, des freelances et tout, quel genre de budget il faut que je mette sous la table tous les mois pour commencer à avoir quelque chose de sérieux, tu vois, sans monter, parce qu'on sait qu'on peut aller très très haut, et on peut aussi limer vers le bas, effectivement, mais un truc qui serait un peu sérieux et responsable pour un entrepreneur qui commence à gagner de l'argent, qui veut développer sa brand, tu lui conseillerais quoi? Je pense, honnêtement, tu peux facilement trouver quelqu'un de peut-être passionné ou rêveur ou qui a envie de se lancer dans une aventure comme ça et tout, peut-être pour 1500 balles par mois, tu vois. C'est pas cher. Honnêtement, je pense que tu peux arriver à un prix comme ça. Pour ce prix-là, à mon avis, il va pas commencer avec un niveau de ouf. Et en fait, il faut juste que tu repères cette étincelle, tu vois. Ou s'il faut peut-être lui proposer un accompagnement avec quelqu'un qui maîtrise ça pour être sûr que pendant 2 ou 3 mois, il monte en compétences. Sinon, je pense qu'honnêtement, entre les frais de tournage
Nous, par exemple, à l'époque, on était entre 1000 et 1500 euros par jour, tu vois. Donc ça veut dire que si tu fais une semaine de tournage avec une équipe, plus en plus après tu dois payer du montage. À la fin, tu as aussi le chef de projet à payer, les community managers, les graphistes, le monteur vidéo, ou les monteurs vidéo si tu veux faire du multi-contenu partout, TikTok, YouTube, enfin tu vois, c'est un ensemble. Donc à la fin, tu peux vite passer à 5 ou 6 000 euros par mois, tu vois. Ouais, et encore, c'est pas cher. Hormozy le disait, eux, ils en ont chacun pour 20 000 par mois de team contenu. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Quand tu vois ce qu'ils ont fait en un an et demi. Moi, je le voyais quand je partais en tournage vlog. Tu vois, honnêtement, je crois le plus gros cachet que j'ai pris, quand j'ai dit le plus gros, c'est que c'était le plus gros, c'était un peu indécent. C'était pour une soirée, c'était 10 000 euros. C'était en crypto. Ça, c'était pour un projet NFT. Ouais, ils rentabilisent derrière. Ouais. C'était pour moi un bon cachet, mais pour eux, en vrai, c'était ridicule. Tu vois, genre, c'était une vidéo qui était super importante après aussi. Donc ça, c'était un peu le gros projet. Donc en fait, ça dépend. Il y en a qui seront prêts à mettre beaucoup de budget parce qu'ils savent ce que ça peut leur apporter. Et d'autres qui sont en plein début dans leur activité et qui sont un peu frileux de mettre un peu d'argent, quoi. Mais je peux comprendre. Hein, ouais, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il faut commencer seul et bidouiller. Et quand tu commences à avoir un peu de traction, et surtout que tu sais que tu la rentabilises, cette traction, là, c'est le moment de double down. Mais moi, j'aime pas vendre pour vendre. Tu vois, moi, j'aime bien quand ils ont des résultats. Tu vois, et moi, ça m'énerverait que quelqu'un vienne me voir et qui paye mes prix par rapport à ce que je vaux vraiment, mais qui, eux, n'auront pas le résultat attendu parce que c'était trop précoce. C'est trop tôt. Ouais. Donc je préfère limite leur conseiller de faire ça eux-mêmes, au moins ils sont pas frustrés ni rien, et puis ils viendront me voir, tu vois, quand ce sera ok, qu'ils seront au clair par rapport à leur projet. Ouais, et puis on sait surtout que des trucs comme YouTube, il peut se passer 12 mois de bon boulot sans qu'il se passe rien en face, en fait. Hein. Et après, il suffit d'une vidéo qui pop, mais moi j'ai vu des gens qui ont développé des chaînes, même avec du contenu quotidien, 11 mois sans qu'il se passe quasiment rien. Moins de 500 vues par vidéo. Et au bout de 11 mois, on sait pas pourquoi, l'algorithme il a décidé que, et... Et après, c'est un ensemble. Des fois, on parle des vues, mais je connais aussi des clients qui faisaient peut-être 200, 300 vues, ce qui paraît pas ouf en plus, mais qui en fait leur apportait beaucoup de clients. Et vu que c'est un peu du high ticket, finalement, c'est rentable pour eux. T'as Rémi de Truchy de Varenne de la chaîne YouTube Parlons Long Terme, qui a une toute petite audience, mais ultra qualifiée. Et qui du coup arrive à faire des trucs extraordinaires avec juste sa petite chaîne YouTube. Hein. Il a 10-15 000 abonnés, je crois. Je préfère avoir genre limite 300 ou 1000 abonnés, mais ultra qualifiés, que d'avoir payé genre 20 000 abonnés, tu vois, juste pour l'ego, mais au final, il n'y a rien qui part, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, si on devait donner des conseils aux gens qui veulent se lancer et développer du média organique, de la brand, etc., commencer seul, mettre les mains dedans, regarder ce qui marche, aller chercher la première traction organique. Et une fois qu'on voit que cette audience, on arrive à la rentabiliser, c'est le moment de faire appel à des prestataires professionnels pour accélérer ce qui est déjà lancé, quoi. Il y a toujours, de toute façon, un petit truc. Moi, dans la vidéo, par exemple, quand je crée un brand, c'est très simple. Il y a toujours des codes, hein, de toute façon. Il y a plein de points. Hein. Le type de titre, tu vois, les couleurs, la typo, peut-être les transitions ou le style d'animation. Et je pense qu'une fois que tu as juste regroupé genre ce peu d'éléments-là, tu seras aussi reconnaissable, tu vois, et c'est déjà très propre. Plutôt que de faire, enfin, en tout cas, moi je le vois sur TikTok, mais bon, c'est des codes qui marchent en ce moment. Là, je parlais plutôt de YouTube, parce que pour TikTok, bon, tu respectes les codes, et puis voilà, on s'en fout du brand, mais bon, soit tu mets un petit logo en bas ou en haut, tu vois. Mais pareil, genre, une couleur, une typo reconnaissable, et c'est bon, et t'avances comme ça, tu vois. TikTok, ça bouge un peu trop. Donc au final, tu pourras jamais vraiment respecter un brand. Il faut juste que ça respecte les codes actuels et la traîne, quoi. Bastien Pellissier, il était très fort là-dessus. Juste une chemise noire, toujours la même chose, avec un fond blanc. Et en fait, même si tu le connais pas, tu le reconnais, en fait. Okay. C'est le mec avec la chemise noire qui parle de marketing, quoi. Et il a été smart là-dessus, lui, sur TikTok. Ah putain. Tu vois, c'est plein d'éléments comme ça. Juste, faut qu'on te reconnaisse. C'est tout. À côté de ça, donc, à côté de l'agence où tu développes des brands avec quelques clients, t'as donc Revolt Train, où vous formez des monteurs vidéo. Combien de personnes vous avez accompagné depuis le début là ? Là, il y en a 950. En combien de temps ? Depuis septembre-octobre. Ouais, donc ça fait moins d'un an. Ouais, en fait, en moyenne, il y a eu des pics où on était genre à 60 étudiants par semaine. Tu vois, c'est énorme. 60 étudiants par semaine, c'est énorme. C'est-à-dire que même moi, je les voyais arriver le mercredi après le webinaire. Je dis, c'est quoi, il y a trop de gens. Il y a trop de gens on board. On a dû mettre des process en place, sinon c'est trop chiant de faire tout à la main. Vraiment, à la fin, on pétait un câble. C'est-à-dire qu'en fait, je passais limite ma journée à faire les on-board. C'est génial. Donc, mais au début, c'est agréable, tu vois, genre une personne qui rentre, une deuxième, une troisième, une quatrième, tu vois. Et on arrive à être que 5 coachs pour tout ça. Après, c'est une formation, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, mais ils sont pas tous présents, tu vois. On va dire que actifs, il y en a peut-être 200 vraiment actifs, 150, 200 actifs, je pense. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Tu vois, genre typiquement, quand je fais un message sur Discord, il peut y avoir genre 30 réactions en 10 minutes max, tu vois. Donc, et c'est comme ça chaque fois. Ouais, moi je vois, nous on a quand même 6-7 coachs, plus une customer care, 2 en cours de recrutement, pour 100-120 clients. Okay. Mais après, nous on est plus un accompagnement qu'une formation, tu vois. Mais nous c'est pareil, en vrai.
Je sais pas comment vous gérez. En gros, si tu veux, déjà, j'ai dit à tout le monde, en tout cas, c'est les valeurs de la maison que je mets. On a une communauté Discord et du coup, tout le monde arrive à s'entraider. Ouais. Donc, ça veut dire que limite, t'as pas besoin d'avoir 10 000 coachs. C'est-à-dire qu'une fois que t'as appris les bases, n'importe qui est là, genre depuis 3 mois, il connaît, genre, bah écoutez, mon fichier ne marche plus, comment ça se fait? Bah écoute, moi je suis déjà passé par là, donc, et ça avance très très vite. Et en fait, finalement, si les personnes, dans tous les cas, à chaque fois, si tu veux, quand tu veux passer au prochain module, tu peux pas accéder à tout. Donc c'est-à-dire que pour passer au prochain module, il faut forcément que tu fasses un appel avec un coach, le coach il valide ton exercice et que tu passes au prochain module. Ouais. Et des fois, par exemple, on fait des appels de groupe, il peut y avoir genre 3 étudiants en même temps. Parce qu'on sait très bien que ce qu'on va dire à l'étudiant, ça on l'a vu quand on a commencé notre petit jeu, c'est qu'au final les questions sont à chaque fois les mêmes. Donc c'est-à-dire que c'est pertinent quand il y a 3 personnes en même temps, ou quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, bah le deuxième s'il faut il va dire putain je voulais poser la même question mais bah en fait t'as déjà répondu juste avant. Parce que les problématiques sont à chaque fois les mêmes. Nous c'est la différence, c'est parce qu'en fait on va avoir un coach mindset, un coach vente, un coach passage d'action, un coach création de contenu, exactement, un coach social media. Bah, même là pour passer au module business, donc en gros maintenant ce que je fais c'est que tous les mardis et tous les jeudis j'ai 2 créneaux d'1 heure où les personnes peuvent venir, où il y a 5 personnes qui peuvent venir. Hier du coup c'était mardi, il y a eu 4 personnes qui étaient là et j'ai vérifié toutes leurs vidéos devant tout le monde. Et du coup, bah, à chaque fois, bah, quand je leur montre ce qui était bien ou pas, en tout cas pour le premier, les 3 autres suivants, bah, ils savent, du coup, bah, merde, où est-ce qu'ils ont prêché, tu vois. Et du coup, ils arrivent déjà à s'autocritiquer juste avant. Et à chaque fois, bah, je leur dis, bah, écoutez, bah, là, par rapport à ce que j'ai dit avant, qu'est-ce qui ne va pas, tu vois. Et du coup, ils arrivent déjà à s'autocritiquer un petit peu. C'est intéressant. Et moi, je trouve ça beaucoup plus agréable, tu vois. Ouais, c'est smart. Et tous les coachs, ils sont limite full-time, tu vois, genre à faire des retours, à faire des appels. Et au final, t'en as pas un qui se sent un petit peu délaissé. Ça peut arriver, tu vois, comme toute formation, quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise, tu vois, aller de l'avant, aller voir les coachs ou parler à la communauté, ça peut arriver. Ça, il faut qu'on les prenne et qu'on les prenne par la main, quoi. Mais sinon, en général, ils ont toutes les questions qu'ils veulent, quoi. Surtout, tous les aspects. Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui veulent se former au montage vidéo? Parce que mine de rien, tu regardes par rapport à plein d'autres formations métiers, tu vois, mais type formation en ligne, hein, parce que forcément ça attire plus de monde qu'une école tradie. N'empêche, 950 personnes en quelques mois, c'est énorme, et ça veut dire qu'en face, il y a une demande forte pour apprendre ces compétences. Est-ce que c'est le métier de monteur vidéo qui est ultra trendy en ce moment, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont capté que c'était un chemin vers la liberté, donc en fait ils font ça mais ils auraient pu faire autre chose? C'est les deux. C'est les deux. On a beaucoup de gens aussi qui étaient venus parce qu'ils voulaient absolument bosser avec mon ancienne agence, par exemple, tu vois. Donc en fait c'est un ensemble, t'en as qui kiffent la vidéo, on a aussi beaucoup d'étudiants qui ne voulaient pas forcément vivre de ça, mais bon, ils sont passionnés, ils veulent approfondir leurs compétences. Et t'en as d'autres qui n'avaient genre aucune compétence, mais du tout, et qui débarquent et qui veulent apprendre ça et qui en un mois font déjà des trucs. Moi, je leur dis, mais tu faisais ça avant? Bah non, moi, je suis rentré ici en mai, quoi. Trop cool. Moi, je suis heureux, tu vois. Mais c'est très bien que si vraiment avoir des compétences solides et puis pouvoir tout faire, il te faut au moins, 6 mois. Tu vois, minimum, intense. Tu vois. Tu vois, moi je sais très bien que quand je prends quelqu'un avec moi sous mon aile pendant genre 1 semaine, il va beaucoup apprendre. Mais après, bah, quand tu es chez toi et que tu fais une formation, c'est beaucoup de discipline. C'est plus long, hein, tu vois, discipline. T'en as aussi qui peuvent avoir un travail à côté ou des enfants à gérer. Donc en fait, tu suis vraiment ça à ton rythme. Il n'y a pas de pression. Voilà, qui me disait, est-ce que j'ai raté des choses? En fait, tu rates jamais rien. À chaque fois, il y a que des choses nouvelles à apprendre. Tu vois. Donc il y a aussi des replays de live, mais bon. Ça j'évite, en fait on en fait tout le temps donc ça sert à rien. Donc dès qu'il y a un truc intéressant, je l'enregistre et je mets un titre et puis je prends que le meilleur quoi, du replay. Ouais, on a à peu près le même fonctionnement pédagogique de notre côté, c'est sensiblement la même chose. C'est trop bien. C'est même des fois j'avais des vidéos que je voulais faire et puis typiquement je me suis dit est-ce que je la fais moi-même tout seul ou est-ce que je la fais en live ou avec genre 3 ou 4 personnes pour être sûr aussi d'avoir un peu le ping-pong entre leurs questions etc. Et je trouve ça encore beaucoup plus cool. Tu vois, que de faire une vidéo tout seul devant mon écran. En général, on a les deux, tu vois. On a une partie formation théorique, où c'est la personne qui fait la vidéo face à son écran avec des slides et qui explique. Et souvent, en général, derrière, on a un coaching où on a parlé spécifiquement de ça. Et donc, on a toutes les questions des gens, l'effet ping-pong, etc. On essaie d'avoir les deux parce que si tu veux juste apprendre la théorie, t'as pas forcément envie de te farcir une heure de replay. Je pense qu'il y a 90% de mon contenu. Voilà, attends. On va dire 75% de mon contenu qui est vraiment vidéo. On va dire t'as 15% qui est podcast. Et du coup, les 10 prochains pourcents, c'est un peu de replay de live. Mais quand je dis replay de live, c'est je fais un live d'1 heure et je vais prendre que les 10 premières minutes. Tu vois, 20 premières minutes. Ou alors, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je le brande un petit peu. Donc, ça veut dire que je vais mettre même ma ligne de download, tu vois, sur la vidéo, avec le titre, etc. pour que les gens savent qu'est-ce qu'ils écoutent là pendant les 5 premières minutes. Par exemple, en fait, je veux vraiment faire en sorte que dès que tu regardes une vidéo, t'as que l'essentiel et que tu vas pas genre te farcir 10 minutes de blabla parce qu'on pose des questions qui sont pas pertinentes, tu vois, donc straight to the point quoi. Imaginons que je regarde cette interview, je me dis que j'aimerais bien apprendre le montage, m'améliorer, etc. Mais que je veux quand même bidouiller un peu moi-même pour voir si ça va me plaire, tu vois, pour mettre un peu les mains dedans avant de me lancer dans un programme de formation.
Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les erreurs les plus courantes et peut-être quelques conseils faciles à appliquer de son côté avant de vouloir aller plus loin? Bah moi, ce que je peux faire, c'est déjà savoir, je sais pas, il y a plein de tutos sur YouTube, savoir juste commencer. Tu vois, genre si c'est un métier qui peut me plaire, est-ce que je dois faire ça, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai le bon PC adéquat, c'est un peu un ensemble. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup quand même, je pense qu'on arrive très bien à vendre, qui direct après le webinaire vont directement payer. Il y en avait plein qui, enfin ça peut arriver, qui vont dire j'ai payé trop vite et tout, et finalement je préfère me rétracter, c'est quand même une semaine de remboursement, de satisfait remboursé, pardon. Et d'autres qui vont dire en fait je voulais me rétracter mais finalement bah, j'aime bien la vibe, j'aime bien la communauté, c'est bien expliqué, enfin il y a vraiment de tout, tu vois, genre c'est un programme, ça veut dire que ça peut arriver aussi, c'est déjà arrivé des personnes qui avaient genre la cinquantaine, soixantaine, qui n'étaient pas forcément à l'aise sur notre façon d'expliquer, c'est rare mais ça arrive, tu vois, et qui finalement préféraient se rétracter, ou d'autres qui avaient plus besoin d'être vraiment accompagnés main par la main, c'est ça, main dans la main, ouais, main dans la main, et qui en fait pour elles c'était beaucoup plus simple d'être en physique et d'avoir limite un prof genre tous les jours, donc en fait ça dépend, tu vois, et moi je suis là juste pour qu'ils aient ce qu'ils ont voulu enfin ce qu'ils veulent, quoi, tu vois, je suis pas là pour les emprisonner chez moi. Qu'est-ce qu'ils apprennent en premier quand ils arrivent chez vous? Mindset. Ouais, non mais vraiment je suis désolé mais c'était vraiment le mindset. Alors, en fait si je devrais bombarder direct avec le programme direct, la formation, ça aurait pas marché, les mecs ils auraient pété un câble. Mais pourquoi je fais ça, tu vois? Et du coup juste avant, c'est la même chose chez nous. Le premier module, avant même qu'ils puissent accéder au comment on développe l'activité de coach, le premier module c'est du bombardage mindset, pour qu'ils arrivent dans le bon état d'esprit pour que ça marche, en fait. Exactement, parce que nous justement dans la partie mindset, je crois qu'on a 6 podcasts que j'ai fait avec Salah qui fait du coup le programme sur Premiere Pro, parce que moi je suis sur Final Cut, donc chacun son programme, donc t'as 2 programmes du coup, ça c'est cool. Et en fait on a fait plein de podcasts sur la résilience, sur nos premiers clients, enfin vraiment tout, mais genre sans blabla. Moi j'ai pas honte de dire que moi ça m'a pris 2 ou 3 ans pour enfin vivre de ça, mais j'étais tout seul, donc c'est différent, j'avais pas de programme, j'avais rien de tout, j'avais personne pour me dire bah tiens un client, je devais tout construire, donc c'était un peu différent. Mais du coup on parle de tout ça, nos échecs, tu vois, les moments où on se posait des questions, on se remettait en question, j'en ai eu beaucoup moi, où je voulais arrêter la vidéo carrément, tu vois. Ça, j'en ai expliqué. J'avais des clients qui faisaient de l'e-commerce. Et quand je partais filmer pour eux, qui avaient une vie de ouf, je me disais, pourquoi je fais pas de l'e-commerce, moi? Tu vois, genre, ça m'énerve, je vais faire de l'e-commerce, moi aussi. Tu vois, je vais partir en boîte et pas être la michto, tu vois, genre, je vais me dire, moi aussi, j'ai envie de pouvoir payer mes bouteilles. Enfin, tu vois, c'était juste une façon de parler. Pas forcément de me dire, je vais payer les bouteilles, mais de me dire que je pouvais être libre, de me dire, je peux faire ça avec eux et pas parce que je suis leur filmmaker, tu vois. Il y a quand même une forte démarche de liberté, j'ai l'impression, dans ce que vous faites. C'est de la liberté pour vous, de la liberté pour ceux que vous formez. Et c'est de dire, c'est une compétence, c'est une belle compétence. Nous, c'est le métier qu'on a aimé et qui nous a fait vivre et qui est devenu une passion, peut-être, ou qui l'a toujours été d'ailleurs. Et aujourd'hui, on forme à ça, certes, mais il y a aussi vraiment toute cette démarche vraiment de liberté profondément. Une compétence monétisable va te permettre de faire ce que tu veux dans la vie, en fait. Ouais, j'ai fait pour ça, alors que pourtant je suis quelqu'un de casanier un petit peu. Après, j'ai eu la chance d'avoir des parents militaires, donc en fait je bougeais beaucoup en déménagement, donc j'étais pas trop, c'est un peu dérangé de bouger, quoi. J'adorais ça. Mais ouais, moi c'était le but, c'est de me dire si je veux bouger, je bouge, tu vois. Et le plus gros frein que j'avais, c'est que, enfin moi je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois, j'ai jamais été en problème d'argent, en tout cas avec ma famille, jamais. Donc la grosse vibe, c'est pas de me dire il faut que je fasse plaisir à ma mère. Enfin, tu vois, c'était pas du tout ça. C'est juste pour moi. Depuis petit, je cherchais même sur internet comment faire de l'argent en ligne. Tu vois, j'aimais gagner de l'argent en ligne. Tu vois, mais c'était vraiment à chaque fois la vibe. Tu vois, il y avait plein de petites techniques. Enfin bref, j'étais à fond là-dessus. J'essaie de faire des techniques, ça a merdé. Mais oui, moi j'ai jamais. J'arrête, je fais des trucs basiques. Toi, l'e-commerce, le dropshipping, j'avais essayé de commencer. J'étais encore au vestiaire, tu vois. À l'époque, c'était sur eBay, je crois. Et en fait, je me souviens plus trop du schmilblick, mais je crois que j'avais trouvé des vieux produits sur eBay qui coûtaient pas cher et je les remettais sur eBay, mais en plus cher. Mais ça marchait pas, genre c'était juste nul. C'est une tablette que j'avais trouvée genre à 20 € et que je remettais à 200. Mais sauf que ça, j'avais vendu. Ça peut te rassurer. Moi, j'ai voulu faire de l'e-commerce, je te raconterai ensuite. J'ai pris une douille de 25 000. C'est-à-dire que j'avais un média en ligne avec l'audience. Et on a fait des collabs avec des marques, on a fait plein de trucs et tout, dans du vêtement. Et à un moment, je me suis senti trop puissant et je suis allé sur les salons avec les acheteurs, printemps, machin et tout. Et j'ai commencé à choper des collections pour ensuite les vendre en e-commerce, tu vois. Et j'ai jamais rien vendu. C'est tout est encore dans les placards chez mes parents. Mais j'ai toujours essayé, tu vois. Genre à l'époque, quand j'étais au lycée, notre plus gros flex, tu vois, moi, mes parents m'ont jamais vraiment donné d'argent. Tu sais, genre jamais en mode tiens, prends 200 € et faire le shopping. Jamais. Donc on va dire que même niveau vêtements et tout, j'étais juste normal. C'était tiens, là c'est des soldes, Alex, on va faire les soldes et puis tu prends une chemise, 3 chemises et voilà, c'est tout. Et du coup, quand t'arrives au lycée, t'as envie d'un peu de plaire, tu vois, t'as envie d'être un peu un peu à la mode. Et sauf que je pouvais pas dire à mes parents, tiens, donne un peu d'argent. Et puis, enfin bref.
Et du coup, c'était vraiment dans l'optique de me dire, j'ai envie de faire mon propre pèse pour aller chercher mes suites et voilà. Et ça commençait comme ça. Donc l'idée de me dire, je veux absolument trouver des fringues sur Azos. Ça, c'était à l'époque. Et pour ça, on pouvait payer, je crois, sur PayPal et tout à l'époque. Et du coup, je me disais, mais comment je fais des sous sur PayPal, tu vois? Et du coup, ça commençait vraiment comme ça. Tu vois, c'était vraiment à l'époque du lycée. C'était l'époque, quoi. C'est comment de grandir à La Réunion? C'est trop bien. Alors, je t'avoue, la première année, et je pense que c'est comme beaucoup de. Moi, je suis un Zoreille, tu vois. Zoreille, c'est vraiment un métropolitain qui débarque là-bas. Première année, en fait, je devais pas être à La Réunion. Je devais être en vacances. Donc, ça veut dire que théoriquement, je devais rentrer en France, faire ma rentrée en 3e, etc., tu vois. Et au final, bah non. Pour les raisons personnelles, tu vois, bah finalement, non, on reste à La Réunion. Donc, là, je me retrouve dans une île où il n'y a pas d'hiver, où il n'y a pas de rue pavée. Enfin, il y en a, mais tu vois, genre, rue pavée, de vignes. Tu vois, il n'y avait pas tout ça. Et j'arrive, autre culture, il fait chaud. Petite île, alors que je me disais, ce qui est bien en métropole, donc en France là, c'est que si je veux, je prends la voiture et je vais au Portugal ou je vais partout, alors que là, La Réunion, je prends la voiture, tu vas nulle part. Tu vas nulle part, quoi. Sinon, faut prendre le bateau. Tu mets 4 heures pour passer d'une ville à l'autre. Mais... Ouais, c'est ça. Alors tu vas à Mafat, encore à Mafat, faut y aller à pied. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme il y a à peu près tout le monde, c'est un peu cosmopolite, tu vois, bah, je sais pas, t'as l'impression d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus. Il n'y a pas vraiment de racisme. En vrai, bon, c'est un peu comme partout, dès qu'il y a des émeutes ou des crises. Là, ça bombarde, tu vois, contre les Chinois, contre les oreilles, bref, la totale. Mais en vrai, au quotidien, on vit tous ensemble, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai aimé beaucoup m'ouvrir aux autres. Voilà, je pense. T'étais dans quel coin là-bas? Moi, j'étais à la Possession, donc c'est la côte ouest. Est-ce que tu penses que le fait de passer plusieurs années à La Réunion, qui à la fois est un cadre absolument extraordinaire, mais à la fois t'es un peu enfermé quand même, tu vois, et quand t'es vraiment que dans ce microcosme toute l'année sans pouvoir un peu t'ouvrir à l'extérieur, tu vois, surtout qu'il y a quelques années, l'accès à l'information était pas le même. Est-ce que c'est ça qui t'a donné aussi cette envie de liberté, d'émancipation, de voyage, de liberté, même si finalement on se rend compte que quand on l'a, on bouge pas tant que ça, ouais. Et on est bien chez nous, mais est-ce que ça a été un truc qui a été une des causes de cette volonté de liberté? En fait, j'adore l'avion, tu vois, et c'est vrai que quand t'es là-bas, bah, en fait, ça coûte cher aussi de bouger. Ouais. Parce que si je veux venir en France, ça me coûte, dans les hautes saisons, ça peut coûter jusqu'à 1 200 €. Et en réalité, en vrai, mes billets, en moyenne, je les prends pour 700 €, 600 € aller-retour, en moyenne, tu vois. Sauf que je bougeais beaucoup. Donc en fait, le problème, c'est que même quand j'étais là-bas, que j'avais trouvé des clients et que je leur disais ici que je rencontrais en séminaire, bah écoute, moi j'habite à La Réunion, si c'était un peu en mode donc c'est à dire que quand il fallait que je bouge avec eux, il fallait qu'ils payent le billet d'avion. Au final, du coup, c'est pour ça que j'avais la chance d'avoir des bonnes compétences qui font que quand ils voulaient me prendre, c'était pour au moins 1 semaine, 2 semaines. Donc en soi, payer 600 balles les retours, au final, c'est rentable. En fait, c'est pas non plus la mort. Et je me rendais compte que si vraiment je voulais bouger, voyager, etc., c'était pas La Réunion. Parce que si demain je veux faire le tour du monde et tout, et puis La Réunion ça coûte une blinde, tu vois. Donc c'est à dire qu'autant bouger dans un endroit qui est bien desservi. En plus, la loi, c'est Air France. Ouais. Mais là, tu vois, typiquement, là je reviens à La Réunion tous les 5 mois, 4 mois. Ouais. Tu vois, j'étais là en plus il y a peut-être 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines, j'étais encore à La Réunion. Je suis resté 1 mois. Et là, non, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes amis là-bas, donc j'adore. Mais c'est vrai que si tu veux facilement t'émanciper et évoluer, je pense qu'il faut que tu bouges. Et j'avais la chance d'être beaucoup recroquevillé sur mon PC. Et donc de suivre des gens qui étaient pas du tout à La Réunion. Et au final, bah, tu prends de l'information qui n'est pas d'ici, mais tu prends que de l'information, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai bougé, que j'ai fait mon premier stage pendant 2 mois en Thaïlande. Voilà. Avec un entrepreneur du coup francophone là-bas. Trop cool. J'ai kiffé. Il y a du monde en Thaïlande chez les Français. Bah, c'était à l'époque où il y avait Jean Rivière, tout ça. Ouais. C'était à l'époque. Enfin, c'était au Cambodge, lui. Ouais, mais c'était genre j'avais Il était en Thaïlande avant. Ouais, bah j'avais un petit peu genre tout le cercle là-bas un petit peu. En tout cas, j'étais avec Cédric Beau, je sais pas si tu connais. C'est un formateur en chinois, tu vois, un peu export et tout, et qui est prof de chinois. Et j'adorais bosser avec lui, quoi. Voilà. Ok. Comment ça se fait que tu t'es installé à Lisbonne maintenant? Alors, je suis pas encore officiellement à Lisbonne. Genre, par contre, j'ai ma sécurité sociale là-bas, enfin, j'ai tout là-bas. Je suis en train de chercher un appartement pour 2 ans. Et je t'avoue, il y a pas vraiment de raison spécifique. Au début, un peu où ça pouvait être sympa, au début, il y avait une raison en train de me dire est-ce que la fiscalité ça peut être intéressant ou pas. C'était, on va dire, le premier point que je voulais, vu que je peux bouger de partout, donc autant être dans un endroit qui me plaît, quoi. J'avais testé plein de pays et le pays qui m'a le plus attiré l'attention, c'était le Portugal. Donc j'ai testé ça en septembre 2022 parce que je savais pas où aller encore une fois, et du coup j'ai testé le Portugal et je me suis dit ah ouais, c'est sympa, c'est proche en vrai de la France. Lisbonne, hein. C'est proche de la France, c'est pas si cher, c'est joli et je me sentais pas dépaysé, tu vois. Je me suis dit, autant, si je peux choisir, autant aller là-bas, quoi. Pourquoi t'es pas parti à Dubaï avec tout le monde? Non, j'ai fait. Ils sont tous là-bas. J'ai fait un an là-bas. Et alors? Mais au final, ce que j'appréciais pas, encore une fois, c'est personnel. Donc chacun a son propre avis. Moi, je suis un peu un amoureux. Tu vois, genre, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup être. Je suis social un petit peu. Et c'est vrai que là-bas, c'était un peu une prison dorée.
Donc j'avais tout. Je manquais de rien du tout. Mes repas étaient livrés, ménage tous les lundis, tous les jeudis, salle de sport. J'avais tout, vraiment aucune excuse. J'ai bien réussi à prendre du poids là. Rien, tout était parfait. En plus, comme pour moi c'est un petit peu un hub. T'as tout le monde qui vient au moins une fois en vacances ou quoi. Donc ça veut dire que on avait beaucoup de clients qui étaient là-bas du coup. Et même pour des rencontres, on a eu des clients comme Booba, Lacrim, etc. Et je pense que jamais de la vie on aurait pu les avoir si on n'était pas doublé. Non, clairement. Donc ça c'était très bien. Genre juste pour évoluer, etc. Et j'ai envie de dire, c'était même pas fiscal tant que ça parce que on a créé la boîte là-bas, mais on avait laissé notre boîte qui était à Londres, tu vois. Donc c'était juste pour être là-bas, tu vois, genre. Et c'est très bien. C'est très bien. On a pu rencontrer beaucoup de monde. Moi, j'ai pu, je pense, un peu plus me professionnaliser. Je sais pas comment appeler ça, tu vois, et peut-être plus mûrir, on va dire. Voilà. J'ai pu avoir beaucoup de temps seul. Donc je fais pas partie ni des aujourd'hui ni des amoureux de Dubaï. Après, je suis pas encore allé. Pour l'instant, j'ai une image extérieure. Je passerai sûrement un de ces 4. Et je suis pas non plus un des grands détracteurs, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des trucs hyper bien, il y a des trucs moins bien, et que finalement c'est surtout un endroit qui est fait en fait pour que les entrepreneurs ils aient rien d'autre à penser que faire du cash. Exactement. Et du coup tous les gens qui sont là ils sont aussi là pour ça. Ouais. Et du coup des contacts hors sphère entrepreneuriale c'est peut-être plus difficile à faire. Enfin c'est une impression extérieure que j'ai pour l'instant. Moi franchement j'étais bien là-bas. J'étais bien, j'ai rien à envier, je pourrais jamais regretter ce que j'ai fait. Y revenir je pense pas, ou peut-être en vacances, tu vois, ou peut-être qu'il me faudrait genre beaucoup de thunes peut-être pour me dire que si j'y vais je peux, s'il faut demain reprendre l'avion et repartir en Europe. Là c'est un peu plus compliqué, je peux le faire mais ça coûte cher et puis c'est pas forcément le mieux pour moi quoi. Mais là je suis bien à Lisbonne, tu vois, genre enfin Lisbonne là c'était Porto, mais je suis bien au Portugal. Tu vois, je suis très bien là-bas, c'est très joli, il y a des gens normaux, tu vois, genre on pense à rien à part juste viens on va boire un petit coup et c'est tout quoi. Pas parler business à longueur de journée. Enfin pour moi j'arrivais pas à couper à Dubaï, c'était ça le problème, c'est que j'arrivais pas à couper. Il y avait pas un moment où j'étais tout seul, je me suis même vu, alors pourtant j'avais pas le temps, me remettre à jouer à Counter-Strike de 18h à 5h du matin. Alors que théoriquement j'avais plus le temps, tu vois. Et à quel point il fallait que je trouve un échappatoire à tout ça. Ouais, ok. Donc j'ai pas forcément de potes, j'avais pas forcément le bon on fait quoi ce soir, tu vois. C'était qu'un monde entrepreneurial, tu vois. Et c'est bien, mais il fallait que t'es dans un silo de progression en termes de cash et de compétences et de réseau, mais à part ça, mais niveau bonheur et tout, j'étais pas épanouissant. Okay. Le futur pour toi avec Revoltrain, ça ressemble à quoi? Alors oui, il y a un truc qui m'échappe, c'est que je sais même pas ce que je fais la semaine prochaine, tu vois. Et à chaque fois que je visualise des moments de ma vie, en fait tout va tellement vite qu'on va dire je vais me fixer, on va dire une sorte de petite lumière au loin là-bas, je vais la tenir et après il va y avoir tellement de petits chemins à droite à gauche etc que je vais les prendre par amour et les accepter. Moi je crois beaucoup au destin, c'est bizarre, mais alors je t'avoue la Revoltrain, je sais pas, je sais qu'il faut faire un petit penchant vers l'IA. Là je sais que je voulais créer une application un peu comme Submagic, sauf qu'en réalité ça coûte ultra cher en temps, en argent. Enfin bref, c'est un merdier. Donc là, je suis en train de penser à autre chose et on l'a déjà. Et la chance que j'ai, pas pour spoiler, c'est que j'ai une grosse communauté de personnes qui ont faim. J'ai les compétences, on a les process. Donc si t'arrives à combiner tout ça, en vrai, on peut trouver une offre irrésistible. Et là, je suis en train de juste la construire. Pour l'instant, j'en parle pas parce que je sais pas encore où ça va aller. Mais je pense que quand ça va en parler, on va me dire, mais mec, c'est quoi ça? Personne pourra s'aligner en fait. C'est pas possible. Tu vois. Ça c'est du teasing, on a hâte de voir du coup. Donc c'est un petit peu là le prochain truc, on fait que en parler. D'ailleurs hier on était en call avec un dev pour la partie IA, tu vois. Mais voilà pareil, c'est un peu lui qui nous a fait comprendre que bon les gars, vous pensez à autre chose, peut-être ce sera plus intéressant tout de suite. On a fait ok, donc on va tester un peu notre produit là, et puis après avec le cash qu'on fera, ce sera le réinvestir peut-être dans une app comme ça. Ok. T'as bossé avec plein de types de personnes différentes, t'as formé, tu formes encore des gens en montage vidéo. T'as bossé avec des infopreneurs, coachs, médias en ligne. T'as bossé aussi avec des rappeurs, des gens comme ça. Est-ce qu'il y a un des pans de ton activité que t'as préféré ou que tu préfères? Ouais, moi j'adore, c'est un exemple. J'en parle beaucoup parce que je suis trop fan. Yomi, quand je pars en vacances avec lui, je pars en vacances avec lui. Genre c'est pas je pars en tournage, c'est je pars en vacances avec lui. Et ça j'apprécie de ouf parce que tout ce que je montre en vidéo, j'ai l'impression que c'est encore beaucoup plus stylé en vrai. Et des fois on pose la question, c'est est-ce que c'est vraiment comme ça, est-ce que c'est pour la vidéo? Je suis non, c'est encore mieux en vrai, tu vois. Et ça j'adore. Alors j'adore pas parce qu'on fait la fête, mais parce que en général j'ai carte blanche. Donc ça veut dire que je vais créer un petit peu le mood, après je passe au montage et c'est moi qui va dessiner de l'ambiance. Et comme j'étais là aussi avec toutes les musiques que j'ai entendues et puis comme j'étais avec eux, j'arrive à comprendre la vibe qu'il y avait et puis essayer de la retranscrire, tu vois. Et sinon j'adore tout ce qui est teaser, tu vois. Et en général, là, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'ils veulent que ce soit moi et pas parce qu'ils cherchent une presta. Okay. Et si jamais ils cherchent juste une presta, je les préfère leur donner l'opportunité à des monteurs, tu vois, que j'ai plutôt que de la faire pour la faire. Voilà.
Donc toi, ce que tu préfères, c'est des trucs très immersifs, Ouais, de où ouf. tu peux avoir complètement ta Ouais. patte artistique du C'est ça. début à la fin, où tu as vécu le moment, tu as choisi les séquences, tu as choisi les Ouais. musiques, tu as choisi l'ambiance parce que l'ambiance t'était là et tu l'as senti. Exactement. Et donc il y a un vrai truc artistique au-delà même de la compétence en fait. C'est ce que j'apprécie de ouf, c'est de me dire, ok, là j'ai senti quelque chose et je vais essayer vraiment au mieux de la faire retranscrire aux autres pour qu'ils ressentent la même chose que ce que je ressens, tu vois. Et ça, c'est ultra dur. Parce que il faut que tu fasses un mix de tout, entre des belles images, une bonne colorimétrie, des bonnes musiques, tu vois, et des bons sound design pour vraiment se mettre dedans, quoi, tu vois. Moi, je sais que j'ai un style, je suis aussi beaucoup de filmmakers, et je sais que mon niveau, il est encore à des années-lumière en bas que certains, quoi, tu vois. Ça, je le vois, on a tous des styles différents, ça qui est bien. C'est que vraiment, demain, à un certain niveau, tu peux te dire, j'ai envie de bosser avec lui parce que je veux son style, ou bosser avec l'autre parce que je veux son style, et pas juste parce que c'est un filmmaker. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est hyper logique pour tout le monde dans la photo, par exemple, tu vois, que chaque photographe a son style, et que c'est pas encore aussi logique dans le montage vidéo et la DA, de se dire qu'en fait, chaque monteur monte d'une certaine façon, chaque DA va imaginer les séquences, les musiques et tout d'une certaine façon, et donc en fait, selon ce que tu veux comme rendu, tu vas pas voir le même. Après, la problématique, c'est aussi les compétences. Tu vois, moi, je connaissais beaucoup de monteurs qui sont là depuis des années ou quoi, et que même moi, je les forme parce que même si ils veulent retranscrire à travers, du coup, ce qu'ils savent, quelque chose ou un style de titre ou quoi que ce soit, en fait, ils peuvent le faire de cette façon-là parce qu'ils ne maîtrisent pas autre chose. Tu vois. Donc, des fois, ils peuvent être juste bridés et puis dire que c'est leur style créatif, alors que juste, ils n'arrivent pas à faire différent. Enfin, pas dire mieux, mais différent. Il dit c'est mon style, en fait, c'est une contrainte du coup, c'est son style technique, actuel. En fait. Tu vois, c'est comme moi, on verrait mes vidéos que je faisais il y a un an, mais rien à voir avec ce que je fais maintenant. Tu vois. Et je sais que maintenant, chose qui pour moi paraît genre des fois ouf quand je fais des trucs, n'aura rien à voir par rapport à ce que je vais faire dans 6 mois. Et ça, je le vois dans mon style. Tu vois, typiquement, là, je fais de moins en moins de vlogs, et quand j'en fais, j'essaye tout le temps de faire des trucs que je faisais pas avant, à chaque fois. Ça, c'est mon but. En fait, comme là, c'est une passion pour moi, et c'est un peu mon leitmotiv, tu vois. Je me dis que si j'arrive pas à être meilleur que la veille, c'est comme si je servais à rien, quoi. Tu vois, comme c'est mon dada à moi, il faudrait absolument que je sois bon dans ça, quoi. Voilà. Intéressant. Parce que si je suis bon dans ça, je suis bon personnellement. Aujourd'hui, avec le recul, si tu devais donner, je sais pas, 1, 2, 3 conseils à des gens qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans le montage vidéo, dans la DA, dans du branding, etc. Par rapport à ton parcours, tu aurais envie de leur dire quoi? Moi, il y a un truc que je faisais, c'était beaucoup de visualisation. Donc, par exemple, à l'époque, je suivais quelqu'un qui s'appelait Benjamin Ortega, qui était le filmmaker personnel de John Hodgson. Et en fait, quand je faisais mes propres vlogs, dans ma tête, je me suis dit, je suis Benjamin Ortega. Il n'y avait pas de possibilité, je suis Benjamin Ortega. Et du coup, j'essayais de raisonner comme si c'était lui qui raisonnait. Donc, il faut que je filme comme ça, et pourquoi je dois faire comme ça. Et je faisais des trucs, mais genre, que je faisais pas avant. Parce que je m'imaginais un petit peu, genre, sa timeline, je m'imaginais un petit peu, genre, sa façon de bosser, sa vibe, sa réflexion. J'essayais de me mettre dedans, tu vois. Et je pense que le plus important, c'est de s'accrocher à quelqu'un, ou une sorte de mentor, ou je sais pas trop, ou en tout cas un style, et vraiment d'essayer de le respecter et d'être fidèle à ce style-là jusqu'à que tu le comprennes. Voilà. Et de pas arrêter avant. Tu vois, moi, il y avait un truc même, il a une colorimétrie spéciale, à quel point que tu tapes sur YouTube, colorimétrie John Hodgson, tu vois, tu verras plein de vidéos qui disent comment reproduire ça. Et j'essaie de faire la même chose, tu vois. Et c'est compliqué, c'est un peu comme une recette. Tu vois, c'est comme ta grand-mère qui va faire un gâteau, tu vas faire la même chose. Ok, c'est presque pareil. Ton gâteau, il est dégueu. Mais ce qui manque, c'est l'amour. Tu vois. Et pour moi, ça, c'est vraiment le point le plus important. Et essayer de comprendre. C'est comme là, aujourd'hui, je fais beaucoup de colorimétrie. En vrai, je me sens bon, ok, mais je suis très instinctif et à la one again, moi, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un truc, mais je saurais pas l'expliquer pourquoi. Tu vois. Et ça arrive beaucoup comme ça. C'est comme le filmmaking. Aujourd'hui, j'ai lancé une formation montage parce que je maîtrise bien le montage, donc je peux en faire un. Filmmaking, pour moi, c'est tellement instinctif que je pourrais pas être capable d'expliquer pourquoi je le fais. Tu vois, je saurais montrer, une personne pourra me suivre et voir mes faits et gestes, mais je pourrais pas vraiment l'expliquer pourquoi, obturateur, tout ça, voilà, je peux pas. Voilà, je suis très feeling, quoi. Si t'avais un conseil à donner au Alex qui a 15 ans et qui n'est pas encore lancé, tu lui dirais quoi? Franchement, démerde-toi. Franchement, moi je lui dirais rien du tout. Je lui dirais t'inquiète pas, juste crois en toi. Si dans ta tête, tu te dis que la seule issue possible pour toi, c'est que tu sois celui que tu dois être et celui que tu penses être, genre une grande personne plus tard, t'inquiète pas. Fais tout ce qui est possible, prends les opportunités qu'il y aura, prends-les tous, on s'en fout, tu vas forcément tomber, c'est ok avec ça. Le but c'est que tu comprennes pourquoi tu es tombé. Juste ça en fait. Tu comprends pourquoi, au moins quand tu vas créer de nouveaux projets, tu sauras les erreurs à ne plus faire. Et c'est comme ça chaque fois. Tu vois, plus on grandit, plus les erreurs sont beaucoup plus grosses et les projets sont beaucoup plus gros et les retombées peuvent être positivement ou négativement beaucoup plus grosses aussi. Et je préfère genre tout prendre comme ça.
et je prends tout. Avec amour, je prends tout. Je serre dans mes bras absolument tous les problèmes qu'il y a. Ok. Voilà. Bah écoute, c'était un très bon mot de la fin. Alex, merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi, ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici. On mettra en description tous les liens pour aller te retrouver, voir Revoltrain, voir ton agence, voir ce que tu fais. J'invite tout le monde à te suivre et à très vite. Merci beaucoup. Ciao. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants. Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.